défis du judaïsme libéral, une émission présentée par le rabbin Gabriel Fari sur Judaïque FM. Les nouveaux défis du judaïsme libéral, bonsoir. Nous avions le bonheur, lors de la dernière émission, de recevoir le rabbin Delphine Orviller qui a accepté de nous rejoindre pour cette toute dernière émission avant la trêve estivale. Vous en conviendrez, 15 minutes, c'est un peu court pour aller au fond des choses, pour autant que nous allions au fond des choses, mais en tout cas pour profiter de notre invité. Rabbin Delphine Orviller, je vous remercie d'avoir accepté d'être de nouveau avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Il y a quelques jours, d'une façon absolument surréaliste, enfin en tout cas pour moi ça m'est apparu surréaliste, mais je crois pour la plupart des personnes, ça a même fait débat ensuite dans la société israélienne. Vous avez dialogué lors d'une conférence en hébreu sur Zoom avec le rabbin Eliezer Melamed, rabbin orthodoxe israélien, considéré dans le monde juif en général comme l'un des plus fins halaristes et décisionnaires de notre temps. C'est une voix qui est entendue, plus que légitime, une autorité majeure dans le monde juif et orthodoxe en particulier. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez à nos auditeurs, si vous voulez bien nous en donner un petit peu l'exclusivité, les coulisses de cette rencontre, comment tout cela a été rendu possible. Parce que en France, l'on n'imagine pas que vous puissiez dialoguer de façon publique avec un rabbin, on va dire consistorial, et en Israël, quoi, c'est le pays de tous les possibles. Ou alors, la France est le pays de tous les impossibles. On pourrait l'interpréter autrement. En tout cas, je suis ravie d'abord que vous m'invitiez à parler à cette émission et à parler de ce moment, parce que effectivement, cet échange a fait l'objet d'énormément de commentaires en Israël, aux États-Unis aussi, mais finalement assez peu en France, où on n'a pas tellement parlé de cette rencontre qui avait un caractère effectivement un peu inédit. Alors l'histoire de cette rencontre, c'est qu'en fait, j'ai rencontré le rabbin. Très cordiale. Très cordiale. Très cordiale. Oui, absolument. Très cordiale et respectueuse et bienveillante. Avec des sourires, beaucoup de respect. Mais en fait, elle fait suite à une rencontre qui avait déjà eu lieu en septembre dernier. J'étais invitée à Jérusalem avec un groupe de rabbins et de leaders juifs du monde entier à l'initiative, entre autres, du président israélien, du président de l'État, qui nous a invités à nous rencontrer pour parler justement du futur du judaïsme. Et le rabbin Eliezer Melamed, qui est donc effectivement une autorité, il dirige la yeshiva de Har Bracha, il fait autorité au sein du monde, on va dire ultra-orthodoxe, sioniste, et il était déjà présent et on avait eu une longue conversation totalement informelle. C'était la première fois de sa vie qu'il parlait à un rabbin non-orthodoxe, et donc il avait énormément de questions. J'avais trouvé très ouvert d'esprit de sa part d'être venu à cette rencontre d'abord, qui souvent ces rencontres malheureusement à travers le monde ont été boycottées parfois par des leaders du judaïsme orthodoxe qui considéraient ou parfois considèrent encore qu'il y aurait une forme de légitimation ou de légitimité donnée au mouvement non-orthodoxe dans ces rencontres. C'est ce qu'on lui a reproché. C'est ce qu'on lui a reproché, effectivement. Enfin, en tout cas, Makor Rishon, qui est donc un quotidien israélien, a proposé, il y a quelques semaines, au rabbin Melamed, est-ce que vous accepteriez de parler avec un rabbin non-orthodoxe? Et il s'est souvenu de notre conversation. Et il a dit pourquoi pas, donc avec cette rabbin française, etc. Donc, ils ont organisé la rencontre qui s'est fait par Zoom, qui a été, on va dire, 3/4 d'heure de conversation, effectivement, extrêmement cordiale, où le rabbin Melamed a expliqué pourquoi il était important pour lui de connaître l'autre. On a beaucoup parlé de cette question de, on va dire, arevut zélezé, ce principe talmudique de pourquoi est-ce que le peuple d'Israël doit être garant les uns des autres. Qu'est-ce que ça veut dire de respecter l'autre? Qu'est-ce que ça veut dire d'apprendre à le connaître sans nécessairement être d'accord avec lui, avec ses principes? Et alors, vous l'avez dit, mais effectivement, ça a été beaucoup critiqué de la part de certains au sein de l'orthodoxie, l'ultra-orthodoxie israélienne, qui lui ont reproché cette rencontre et ce dialogue. Et il s'en est expliqué à plusieurs reprises. Il a fait 2 cours à sa yeshiva pour expliquer pourquoi il était extrêmement important pour lui de mener ce dialogue. Et beaucoup de gens ont considéré qu'il s'agissait effectivement d'une brèche, d'une certaine manière, comme on dit en anglais, ou d'un tournant. Oui, enfin une brèche au sens effectivement anglais du terme, c'est-à-dire qu'on engage quelque chose de nouveau. Et beaucoup de gens, je vais dire plus nombreux que les critiques, beaucoup de gens ont salué cette initiative et ont trouvé qu'enfin, il était temps qu'on puisse se parler. Mais ça veut pas dire, et c'est un scoop pour personne, ça veut pas dire qu'on est d'accord dans notre vision de la halakha, notre vision de la place des femmes, de l'égalité, ou de notre vision même politique sur le conflit israélo-palestinien. On pourrait décliner à l'infini les sujets de nos désaccords. Et pour autant, je pense qu'il y a non seulement une position
possibilité, mais un devoir qu'on puisse se parler. Le principe qu'a mis en avant le Rav Melamed, c'est le principe de Ve'ahavta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez, ce principe dans la Torah, il surgit pas comme ça. Il est précédé par un verset qui dit Ocheach tocheach et amitecha, tu pourras adresser à ton prochain des reproches, et alors tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et effectivement, c'est un principe clé de notre tradition. Il vous a pas reproché grand-chose. Hein. Non, en fait, il était, c'était même, je dois dire, assez troublant pour moi. Je pensais que l'échange serait peut-être pour d'une certaine manière pour se défendre auprès de ses proches. Je pensais que l'échange serait peut-être un peu plus virulent, mais pas du tout. En fait, ça a été très très cordial et je pense que la force du Rav Melamed, c'est qu'il parle, je pense, en Israël bien au-delà de son groupe d'affiliation et donc il a cette liberté de parole qui va avec sa reconnaissance d'une certaine manière, mais je pense que c'est révélateur que ça se soit fait en Israël et je trouve que c'est très important ce que vous avez dit en ouverture de notre rencontre aujourd'hui, c'est que aujourd'hui il y a des choses qui sont possibles en Israël et aux États-Unis et que malheureusement en France on veut pas encore envisager. J'aimerais y venir justement. Oui. Alors sur cette conférence avec le Rav Melamed, les auditeurs pourront retrouver cela sur Internet très très facilement. Vous avez mis en place, je ne sais pas si c'est Tenoa qui l'a fait, une traduction. C'est le judaïsme en mouvement. Ou judaïsme en mouvement, une traduction de très bonne qualité par ailleurs. Et donc vous pourrez retrouver cet échange et vous en nourrir. Et tout à fait intéressant. Vous avez, Delphine Anviller, vous avez étudié, exercé en Israël, aux États-Unis. C'est quoi la spécificité de notre judaïsme gaulois ? On a l'impression que le judaïsme en France est en dehors de tous les codes que l'on peut connaître à travers le monde. Oui, en dehors des codes, souvent, mais aussi avec souvent, et c'est peut-être le mot gaulois marche bien pour définir cela, peut-être souvent ce judaïsme français est persuadé qu'il est le judaïsme tout court et qu'en fait il a quelque chose de plus authentique qu'un autre. En fait, tous les judaïsmes dans le monde, où qu'ils soient, sont marqués par leur environnement. C'est-à-dire que incontestablement, le judaïsme français est héritier de l'histoire française, de l'histoire napoléonienne, de l'influence du catholicisme, enfin de tout ce qui fait la société française qui a structuré d'une certaine manière l'évolution du judaïsme français, de la même manière qu'aux États-Unis, incontestablement, le judaïsme américain est influencé par l'histoire américaine, par la présence du protestantisme, par tout ce qui fait un environnement particulier avec des différences majeures. La première d'entre elles étant, par exemple, le fait que on a en France un grand rabbin, un consistoire. Aux États-Unis, il n'y a pas de grand rabbin. Les dénominations et les sensibilités vivent côte à côte de façon, je dirais, la plupart du temps plus ouvertes les unes aux autres. Vous voyez, l'exemple que je donne toujours, c'est que moi, j'ai reçu une smicha, une ordination rabbinique d'une grande institution juive américaine qu'aux États-Unis on appelle Reform, c'est-à-dire libérale en France. Mais sur ma smicha, le document de ma smicha, on signait des rabbins orthodoxe. Ah oui. Oui, il y a par exemple une signature d'un talmudiste assez reconnu aux États-Unis, le rabbin de Tcherny, qui a signé ma smicha. Et alors, je me souviens que le lendemain de mon ordination, alors que je m'apprêtais effectivement à rentrer en France, je suis allée le voir et je lui ai dit, comment tu justifies, toi, rabbin orthodoxe, de signer la smicha d'une femme rabbin libérale qui va exercer dans... exister aussi et exercer dans une synagogue progressiste ou libérale. Et il m'a fait une réponse extraordinaire que je médite jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, tu sais, tu n'as pas besoin d'être mon rabbin pour que je vois en toi un rabbin. C'est une merveille, ça. Oui. Une merveille. Et j'ai trouvé que c'était d'une puissance extraordinaire. C'est-à-dire sa capacité à reconnaître qu'il est des leaders dans le monde juif, qui dirigent des communautés qui ne sont pas les synagogues où lui irait prier, mais qu'il reconnaît comme remplissant, cette fonction. Est-ce que vous avez le sentiment de pouvoir exercer pleinement votre rabbinat, comme vous l'entendez, le concevez ici en France, ou que vous êtes bridé peut-être dans l'exercice de vos fonctions, qu'il y a des choses dans lesquelles vous êtes limité? Pour être honnête, j'ai l'impression, peut-être grâce à des publications de ces dernières années, d'avoir aujourd'hui gagné une marge de manœuvre ou une certaine reconnaissance qui fait que je suis pas particulièrement bridée dans l'exercice de mes fonctions. Mais c'est vrai que souvent, je suis troublée de voir qu'il y a un questionnement sur nos légitimités comme rabbin non orthodoxe ou rabbin au sein du monde progressiste. On remet en question souvent la légitimité de nos actes ou de nos fonctions, ce qui me paraît
là totalement décalé par rapport à ce que j'ai pu expérimenter dans le monde juif. Encore une fois, à la fois en Israël ces dernières années et aux États-Unis où j'ai vécu longtemps. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de troublant dans cette non-reconnaissance des voix plurielles au sein du monde juif en France. Vous voyez, souvent, je suis invitée, même par exemple dans les médias, à m'exprimer à côté d'un rabbin orthodoxe ou même d'un leader religieux, on va dire considéré comme plus traditionnaliste que moi, et je trouve troublant de voir que la question de la légitimité se pose toujours à moi et pas à lui. C'est-à-dire, en fait, parfois le journaliste ou mon interlocuteur me dit mais qui représentez-vous ? Et cette question, elle est plus rarement posée, vous en conviendrez, à quelqu'un qui a une barbe plus longue que la mienne. Voilà, jamais. Et en fait, la question de la légitimité est posée comme si, finalement, d'une certaine manière, pardon pour cette métaphore, mais la longueur de la barbe donnait une légitimité incontestable. Alors que nos traditions religieuses, et c'est pas vrai seulement pour le judaïsme, c'est vrai pour toutes les traditions religieuses, elles ont toujours parlé par des voix plurielles. Il y a toujours eu des voix conservatrices, des voix progressistes, des voix qui appellent à la stabilité, des voix qui appellent au changement. Et ça a toujours été vrai. Mais qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, les voix de l'ultra-conservatisme sont considérées comme plus légitimes ou inquestionnables ? On rappellera au passage ce proverbe yiddish qui dit que la chèvre a une barbichette et pourtant elle n'est pas rabbin, par rapport à cette longueur de la barbe. Vous et moi le savons, et d'autres rabbins libéraux, nous avons des liens personnels avec de nombreux rabbins consistoriaux, orthodoxes, certains qui comptent peut-être plus que d'autres. Pourquoi c'est pas possible en public ? Je sais pas, pour moi c'est assez troublant, effectivement. Moi je dis et je le redis, je n'ai aucune colère ou rancœur à l'égard d'un judaïsme consistorial auquel je dois tant. C'est-à-dire que moi je suis une enfant du judaïsme consistorial, j'ai une gratitude infinie pour ce qu'il m'a offert, pour aussi les enseignements que j'ai pu recevoir, notamment du grand rabbin Chaim Korsia, qui a été mon rabbin enfant. Quand j'étais enfant, il y a et je pense vraiment que, voilà, je suis l'enfant de cela, simplement un enfant qui a pris un chemin particulier, nourri de tous ses héritages. On a parlé la semaine dernière de ce qu'on doit à le monde dont on vient. Et c'est exactement cette gratitude que moi je cherche à exprimer. Je crois, et par moments je me mets à la place de certains rabbins consistoriaux. Je pense que, en réalité, c'est beaucoup plus difficile pour eux, souvent, d'avoir une liberté de parole, parce que peut-être que la structure, d'une certaine manière, les oblige et restreint. Et je trouve ça dommage. Et d'une certaine manière, j'ai presque, ça va sembler un peu paternaliste ou maternaliste, ce que je dis maintenant, une forme de miséricorde pour ça, je trouve dommage que parfois peut-être ces relations qu'on a de façon informelle soient tout à coup impossibles quand elles sont dans le champ du formel, et peut-être qu'on a la chance, nous rabbins progressistes, d'avoir une plus grande liberté de parole. Peut-être pour terminer cette émission, une question un peu plus personnelle, je dirais presque intime, parce que voilà, ça regarde chacun. Est-ce que vous avez un maître ? Est-ce que vous avez un rabbin ou une autre personnalité, sans obligatoirement nommer, mais qui serait un peu votre référent, avec qui vous pouvez étudier parfois, questionner, interroger ? Alors j'ai eu beaucoup de maîtres tout au long de mon parcours, des gens qui ont compté. Voilà, je citais le rabbin Chaim Korsia dans mon enfance et plus tard, et puis ensuite des gens qui ont compté sur le chemin, notamment aux États-Unis, dans la formation que j'ai pu recevoir. Aujourd'hui, les moments d'études que je vis sont beaucoup plus avec des collègues. Alors j'ai créé un groupe de femmes rabbins. On a un groupe WhatsApp d'études avec des collègues en Israël et aux États-Unis. On est un petit groupe de femmes rabbins qui sommes toutes en position un peu de leadership communautaire. Et aujourd'hui, pour moi, c'est intéressant de voir qu'est-ce que, en tant que femme rabbin, on peut partager. Entendons-nous bien, je crois pas que il faille créer, surtout pas des groupes non mixtes d'études. Mais il y a effectivement quelque chose d'intéressant à penser sur, avec un peu de recul. Maintenant, il y a plusieurs décennies de rabbinat féminin, et c'est intéressant de voir à quelle situation on est arrivé au sein du monde juif progressiste. Qu'est-ce que ça a changé à notre façon d'étudier, le fait que depuis plusieurs dizaines d'années, des femmes aient pu être mises en position de leadership religieux dans nos communautés. Delphine Orviller, le temps tourne, nous sommes arrivés au terme de cette deuxième émission. C'est trop court. Mais oui, c'est tout. Un grand merci d'avoir accepté cette invitation au nom de Judaïque FM et en mon nom propre. On vous retrouve
soit au MGLF, la synagogue que vous animez à Beaugrenelle, l'atelier Tenoua qui est très 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 couru également. On vous retrouve dans Tenoua et les différents ouvrages qui sont les vôtres. Et le tout dernier en date, Comprendre le monde. J'imagine, même si vous ne nous le direz pas aujourd'hui, qu'il y en a un autre en gestation et qui va sortir très prochainement. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Nous vous souhaitons à tous un bel été et pour vous plus particulièrement, cher rabbin Delphine Orviller, de bons préparatifs pour les fêtes de Tishri à venir. Merci beaucoup. Les nouveaux défis du judaïsme libéral, une émission présentée par le rabbin Gabriel Fary sur Judaïque FM.